Bonsoir à tous. Alors moi je suis Raphaëlle Dufossé, donc je suis responsable de l'antenne Île-de-France de l'association Entrepreneurs pour la planète. Je suis très heureuse de vous accueillir ici au sein de l'Académie du climat que je remercie et avec notre partenaire Alumni pour la planète. Donc nous sommes réunis ce soir pour parler des enjeux écologiques et de la façon dont on peut agir individuellement, vous, moi, sur ces problèmes écologiques. Je pense pour ma part que nous sommes des individus à triple dimension. Nous sommes des citoyens et nous pouvons agir à travers le vote, à travers la loi. Nous sommes aussi des consommateurs et nous pouvons agir à travers nos choix de consommation, la façon dont nous nous déplaçons, la façon dont nous isolons nos logements. Et nous sommes enfin des acteurs économiques, c'est-à-dire que nous créons ou nous participons à créer des biens et des services. Et à ce titre, nous sommes aussi responsables envers la planète, à travers notre vie professionnelle. Et c'est de ce dernier aspect dont on va parler ce soir. Dans ma vie professionnelle, quel que soit mon métier, quelle que soit mon expertise, quel que soit mon secteur, comment puis-je agir pour préserver la planète et construire un modèle plus durable? Alors, je vais vous présenter l'association Entrepreneurs pour la planète, qui a pour vision de réunir et fédérer une communauté d'entrepreneurs large, au service de l'intérêt général. C'est une association d'intérêt général et de la transition écologique. C'est une association qui a été créée à Marseille en 2019 et qui active des communautés, des entreprises et des acteurs environnementaux engagés pour les territoires autour de solutions à impact. Nous avons 3 missions chez Entrepreneurs pour la planète. La première, c'est de cartographier des solutions à impact. Des solutions à impact, ce sont nos entrepreneurs, et d'identifier les dirigeants mentors. La deuxième, c'est de créer des binômes entre ces solutions innovantes et les cadres dirigeants. Et la troisième, c'est de valoriser et d'animer une communauté d'entrepreneurs et d'experts engagés. Alors nous sommes répartis sur 4 territoires. On va faire un petit focus sur le territoire d'Île-de-France puisque nous sommes en Île-de-France. Aujourd'hui, nous avons 150 entrepreneurs à impact. Nous avons 57 binômes et 69 dirigeants mentors bénévoles. Donc on a encore du matching à faire. Les solutions que portent nos porteurs de projets sont réparties donc sur 4 pôles en France, donc la région Bretagne-Pays de Loire, Auras, Marseille et le Sud et Paris. Les solutions sont portées à 40% par des femmes et sont très majoritairement sous forme de start-up et plus minoritairement d'associations. Les solutions que nous avons au sein d'Entrepreneurs pour la planète sont des solutions environnementales et sociétales. Et en fait, on recouvre tous les 14 enjeux qui sont en lien avec les 17 objectifs de développement durable de l'UNESCO. Donc que vous soyez intéressé par la logistique, la mobilité, la gestion des déchets, l'agriculture, l'alimentation, l'éducation, il y a toujours un porteur de projet qui essaye de trouver une solution et qui propose des modèles économiques différents. Alors, qui sont les mentors? Au sein d'Entrepreneurs pour la planète, nous avons 33% de mentors qui sont des femmes. Donc, j'invite les femmes à venir rejoindre notre communauté pour mentorer, afin d'être plus dans la parité. Et ce sont des personnes qui sont des cadres dirigeants ou des entrepreneurs eux-mêmes, qui sont capables justement donc d'accompagner les porteurs de projets. Et nos mentors sont dans tout secteur d'activité, donc études, conseils, édition, banque, agroalimentaire, tout type de secteur d'activité. Chez Entrepreneurs pour la planète, on aime bien parler de reverse mentoring, c'est-à-dire qu'on considère que le mentoring, c'est vraiment une relation gagnante-gagnante entre le mentor et le porteur de projet. Les solutions, les binômes sont constitués par Entrepreneurs pour la planète. En fait, les porteurs de projets inscrivent leurs projets sur notre plateforme. Nous nous entretenons avec eux et pour vérifier qu'ils sont bien dans les valeurs de l'association. Et après, nous présentons plusieurs porteurs de projets à un mentor, et le mentor choisit quel type de projet il souhaite mentorer.
L'échange, la relation de binôme dure entre 6 et 12 mois. Et en général, c'est à peu près 2 échanges par mois, parfois plus, parfois moins, en fonction des besoins de chacun. Les solutions à impact permettent pour les porteurs de solutions à impact, ce type de binôme permet de rompre l'isolement et de bénéficier du soutien désintéressé et bienveillant d'un professionnel. Ça permet aussi de s'appuyer sur l'expertise et l'expérience d'un professionnel et de créer de nouvelles opportunités commerciales et bien sûr de bénéficier du réseau du mentor. Pour les mentors dirigeants, les bénéfices sont très grands aussi. Le fait de mentorer permet de matérialiser concrètement son engagement environnemental, permet de sourcer des solutions innovantes qui sont parfois, même le plus possible, en relation avec le métier de l'entreprise, donc de faire venir l'innovation au sein de son entreprise, de valoriser sa communication RSE et de favoriser une dynamique entrepreneuriale. Enfin, nous remarquons que les dirigeants mentors qui mentorent des projets en parlent à leurs collaborateurs, en parlent à leurs partenaires et à leurs clients, et donc ça permet de donner de l'inspiration à toutes les personnes de son entourage professionnel. Alors je vais juste prendre un petit cas rapidement pour vous expliquer concrètement comment ça se passe. Donc on va prendre l'illustration de Néolithique et Valgo. Néolithique, c'est une société qui a été créée donc par Marc et qui a eu l'idée de créer un nouveau matériau de construction en fabriquant, qui est une alternative au béton, et en fabriquant ce matériau à base de déchets minéraux et de plastique. Et donc nous l'avons mis en relation avec le mentor qui s'appelle Franck Boucher, qui est lui le président fondateur de Valgo, une société qui est spécialisée dans le désamontage et la dépollution des zones industrielles, des zones en friche. Et en fait, quand on regarde un petit peu les verbatims de chacun, on comprend que chacun s'inspire de l'autre et que le mentor se nourrit aussi de l'énergie, de la vitalité et de l'enthousiasme du porteur de projet. Alors, nous avons tout un tas d'exemples, si ça vous intéresse, pour comprendre un peu mieux cette relation de mentorat qu'il y a au sein d'Entrepreneurs pour la planète. Nous avons un partenariat sur la chaîne YouTube BeSmart, et donc vous pouvez vous connecter sur YouTube et regarder ces différentes interviews qui durent à peu près une dizaine de minutes chacune et qui présentent plusieurs binômes, expliquent en quoi ces binômes sont efficaces et bénéfiques pour le mentor comme pour le mentoré. Alors, si vous êtes cadre dirigeant, si vous êtes un entrepreneur à impact et que vous avez envie de nous rejoindre, je vous invite vivement à venir me voir et à vous connecter sur le site Entrepreneurs pour la planète afin de pouvoir faire connaissance et vous intégrer dans notre large communauté. Je voudrais remercier avant toute chose les partenaires qui nous soutiennent, qui soutiennent l'association d'intérêt général. Donc à la fois les collectivités territoriales, les partenaires financiers, et puis nous avons beaucoup de partenaires de structures accompagnatrices, des écoles, des réseaux d'entreprises, Alumni pour la planète, ainsi que des partenaires médias. Voilà, je vous remercie beaucoup et je laisse la parole à Frédéric. Bonsoir, donc je suis Frédéric, un des cofondateurs d'Alumni for the Planet. Je vais faire une présentation rapide d'Alumni for the Planet et après vous aurez un panel d'1h30 animé par Gwenola et 4 témoins qui sont présents, Clémence, Sébastien, Florian et Imen qui sera en virtuel. Et ensuite, à 20h, vous êtes conviés à un moment convivial au fond de la salle et on espère pouvoir échanger avec vous. Donc, Alumni for the Planet, ça a été créé il y a 3 ans, à peu près en même temps que Entrepreneurs pour la planète. Et je suis très content qu'on puisse être physiquement ce soir ensemble, parce qu'il faut savoir que pendant 2 ans, on a fait tout ça virtuellement. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et maintenant, on commence à pouvoir interagir. On a monté cet événement avec Raphaël, et je remercie aussi Laura et Léa, puisque ça a été très très agréable de pouvoir préparer ça dans un cadre, le cadre de l'Académie du Climat. Et on s'est dit que ce qui était le plus important, c'est ce qui allait venir après, c'est-à-dire la discussion et vraiment de voir comment des gens sont passés à l'action et ont pu faire bouger depuis l'intérieur ou vers l'extérieur pour le climat et l'environnement, leur organisation. Donc Alumni for the Planet a pour objectif de mobiliser massivement
les alumni, c'est-à-dire les diplômés de l'enseignement supérieur, sur les enjeux du climat et de l'environnement. Et pourquoi est-ce qu'on a pris ce parti pris des alumni? C'est parce qu'ils ont des postes à responsabilité ou avec un impact significatif dans les entreprises et dans les organisations. Et pour cela, on a passé beaucoup de temps à contacter les associations d'alumni, d'anciens élèves d'université ou d'école, pour pouvoir, avec eux, monter des activités. Alors vous avez ici l'équipe qui anime Alumni Force de Planète, donc il y a un bureau de 6 membres, dont plusieurs sont là ce soir, Gwenola, Caroline, Michel. On a aussi Florian qui est avec nous, qui est notre chef de projet, et enfin Clément qui est actuellement en bas, qui essaie de guider les gens qui n'ont pas encore trouvé le chemin pour venir ici. Donc si vous avez des binômes ou des trinômes qui doivent venir, n'hésitez pas à leur indiquer le chemin parce que c'est pas facile toujours à trouver. Et on a une équipe aussi de bénévoles qui nous aide à animer les activités dont on va vous parler. On a une association d'intérêt général, ce qui permet d'avoir une reconnaissance à la fois, je dirais, un peu officielle, et aussi qui nous permet, si vous voulez nous aider financièrement, à faire des dons défiscalisés. Maintenant, qu'est-ce qui est important dans notre association? C'est qu'on est aujourd'hui appuyé par 130 associations d'anciens élèves avec lesquelles on monte un certain nombre d'activités dont on va vous parler, 2 en particulier, 2 types de webinaires. On est soutenu par des acteurs institutionnels et aussi des acteurs privés, c'est important. Et on a une marraine et 2 parrains, et en particulier notre marraine qui est très active, qui est Valérie Masson-Delmotte, que vous connaissez peut-être, qu'on a rencontré d'ailleurs le 1er décembre, avec laquelle on a passé un long moment pour justement voir un peu les points importants sur lesquels on pouvait avancer avec elle. Et elle va en particulier bientôt monter avec nous un webinaire de passage à l'action. On a également un conseil scientifique, et c'est important parce que ça permet de garantir la qualité du travail que nous faisons. Un conseil scientifique avec 10 personnalités qui sont de tous les horizons. C'est pas seulement des spécialistes climat, il y a aussi des sociologues, il y a un économiste, il y a aussi une philosophe, il y a des spécialistes de l'agronomie, et peut-être ce soir on aura la chance de pouvoir échanger avec eux s'il y en a qui sont avec nous. Maintenant, je vais aller directement aux 3 piliers de notre action. Le premier pilier, c'est l'information. Donc, on a mis sur notre site internet en français et en anglais un certain nombre d'informations qui sont en fait des liens en général vers d'autres sources de connaissances sur le thème climat et environnement qu'on essaie d'actualiser le mieux possible. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la mise en relation d'alumni, la mise en relation d'alumni engagés, et ça c'est très important parce qu'on réalise que quand on est seul, c'est plus difficile d'agir que quand on est à plusieurs. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille et je vous recommande de vous inscrire sur notre site qui vous permet, en rentrant quelques informations, ensuite de vous mettre en contact avec des personnes qui sont soit de la même université ou la même école que vous, soit de la même entreprise, soit de la même ville. Et ça vous permet ainsi de créer un réseau. On a pu monter avec EDF un événement, un cycle de séminaires où on avait sélectionné un certain nombre d'alumni qui étaient des alumni engagés d'EDF et qui nous ont permis d'animer un cycle de conférences et qui a amené un livre produit en commun avec EDF. Aujourd'hui, on a 4500 personnes qui sont inscrites sur ce réseau. On espère pouvoir augmenter. Ce soir, n'hésitez pas encore une fois à venir vous inscrire. Et maintenant, je passe au 3e axe qui nous permet de faire avancer et d'accompagner les alumni, nos alumni engagés. C'est 2 cycles de webinaires. Et je vais terminer avec ça. Vous avez un premier cycle de webinaire qui s'appelle « Inspirer le passage à l'action » et un deuxième cycle de webinaire qui s'appelle « Concrétiser l'action dans la durée ». Et ce soir, vous aurez des témoins qui ont suivi et qui ont participé, pas suivi, qui ont participé activement à ces webinaires et qui pourront vous dire ce que ça leur a apporté. Le premier webinaire « Inspirer le passage à l'action », c'est un webinaire où on a un expert qui va intervenir pendant une quinzaine de minutes, mais on aura surtout, et en plus, un témoin qui lui va expliquer comment il a fait bouger son entreprise depuis l'intérieur ou son organisation
sur des thèmes comme la sensibilisation massive pour le climat et l'environnement, sur des thèmes comme la décarbonation de l'entreprise, sur des thèmes comme la biodiversité, sur des thèmes comme les limites planétaires. Et ce travail, ceci représente l'identification de ces témoins, c'est un travail très très important de l'association. On a une équipe qui s'appelle l'équipe Appel à témoins, qui va chercher des témoins, qui essaie d'en trouver, et si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur dire de venir nous voir, parce que ce sont vraiment ces personnes qui vont inspirer ensuite le passage à l'action. En général, on cherche des personnes qui ne sont pas dans la RSE, qui ne sont pas dans le COMEX, ce sont des personnes qui ont fait bouger depuis l'intérieur de leur entreprise. Par exemple, c'est une personne qui est au sein d'EDF, a décidé d'aller voir son COMEX pour le convaincre de déployer la fresque du climat de façon massive auprès des 160 000 employés d'EDF. Et il l'a fait, il a démarré au début avec 1, 2, 3, 4 collègues, et maintenant il y a 70 000 personnes qui ont été formées à la fresque du climat. C'est un exemple de témoignage inspirant qui peut encourager à passer à l'action. Ce sont des webinaires qui sont gratuits, qui sont ouverts à tout le monde. Et ensuite, on a les deuxièmes webinaires qui sont concrétiser l'action dans la durée, qui sont un peu différents. Là, ce sont des webinaires d'intelligence collective, qui sont animés par des bénévoles, dont on a ce soir Caroline et Gwenola, qui sont présentes. On a aussi Élise, qui n'est pas là avec nous, mais qui est aussi une animatrice de ces webinaires, et qui sont des webinaires où là, on va aider les participants, c'est des groupes plus petits, en général une vingtaine, une trentaine de personnes, à monter un plan d'action pour passer à l'action, à lever les difficultés, à développer des stratégies de réussite, et à la sortie de ces webinaires, vous écouterez ce que ça peut apporter, eh bien, d'abord, on prend de l'énergie, on prend l'envie de vouloir avancer, mais surtout, on a aussi des outils pour pouvoir agir à l'intérieur de son entreprise. Je voudrais juste terminer en remerciant tous les gens qui nous soutiennent, à vous remercier d'être là ce soir, et je vais passer sans plus tarder la parole à Gwenola et à nos témoins, qui sont 3 présents et une dernière en virtuel. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis Gwenola et je suis aussi, comme Frédéric, une des fondatrices d'Alumni for the Planet, et je suis très heureuse de prendre ce temps pour échanger avec vous 3, pour que vous puissiez en fait partager à toutes les personnes qui sont là et à toutes les personnes qui pourront voir ensuite cette soirée en visio, le pourquoi, le comment, qu'est-ce que ça a créé pour vous, qu'est-ce que ça a changé pour vous, à quoi vous avez contribué. Et en fait, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez envie d'agir ou vous agissez déjà. Et donc le thème de la soirée, c'est vraiment de vous aider à trouver des clés pour agir et agir dans la durée, parce que nous savons tous que c'est un long chemin collectif qui nous attend, là, qui est devant nous, pour répondre avec la qualité nécessaire et avec l'échelle nécessaire aux enjeux environnementaux et climatiques. Et donc, avant de vous passer la parole, nous avions envie de vous partager quelques clés. La première étant, par principe, l'ouverture. Être ouvert à ce qui arrive, y compris aux bonnes nouvelles, y compris au fait que ça puisse être plus facile que le chemin que vous avez envisagé. Parce que si, par principe, vous vous dites « Ouh là là, ça va être dur et tout ça compliqué », ça risque de créer ça maintenant, toujours, et ça ne veut pas dire que le chemin est facile, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments où il y aura besoin de s'accrocher. Maintenant, par principe, l'ouverture. La deuxième chose qui pourra vous aider énormément, et je pense qu'il y aura l'occasion dans les témoignages de revenir là-dessus, c'est le non-jugement. Alors le non-jugement, forcément, je trouve que vous êtes en train de vous dire, ok, le non-jugement, pas juger les autres. Oui, bien sûr. Pas attacher, pas avoir de réaction négative sur une personne. Maintenant, par rapport aux situations aussi, ne pas préjuger qu'une situation est bloquée et ne pourra pas évoluer. Et enfin, le non-jugement, le plus important, c'est par rapport à vous-même. Ne pas préjuger que vous n'arriverez pas. Ne pas préjuger que ça va être difficile, que vous n'aurez pas les ressources, que vous ne trouverez pas les mots. Donc vraiment, le non-jugement est à la place, poser le constat. Je constate que là, j'ai essayé de parler avec mon dirigeant, j'ai essayé et j'ai pas réussi pour l'instant à créer l'ouverture. Ok, voilà, c'est le constat. Grande respiration, de quoi est-il question au fond? De votre envie d'avancer, d'être acteur et de créer de plus en plus d'acteurs, d'accompagner des entrepreneurs qui se lancent. Et donc voilà,
je respire et c'est pas grave, je vais trouver une autre façon de revenir sur le sujet, une autre opportunité et je vais les créer. Donc le non-jugement. Et la troisième clé, avant de vous laisser la parole pour que vous partagiez vos propres clés, c'est de garder l'énergie. Et pour ça, il y a quelque chose qui est formidable, qui est très facile à faire, qui coûte rien du tout et qui fait du bien. C'est de célébrer vos réussites. Prendre un temps très régulièrement pour vous dire « Ok, qu'est-ce que j'ai réussi à faire depuis que j'ai décidé de me lancer ?» Alors, comme nous sommes en France, dans un contexte où nous avons plutôt tendance à voir les choses qui ne vont pas qu'à voir les choses positives, une réussite, ça ne veut pas dire être arrivé au bout du chemin, avoir fait absolument tout. Une réussite, c'est, il y avait quelque chose qui ne vous paraissait pas évident et vous avez décidé d'essayer, d'oser, et déjà rien que ça, vous êtes heureux parce que vous avez osé. Donc je vous propose que nous prenions tous un temps de célébration pour célébrer la décision que vous avez prise et qui vous a amené dans cette salle ce soir. C'est une réussite, donc bravo à vous. Et maintenant, c'est avec grand plaisir que, et peut-être Florian, où est-il, pour que Imen puisse être avec nous aussi ce soir, puisque nous avons 4 témoins, merci Florian pour la gestion des écrans, nous avons 4 témoins ce soir, 2 personnes qui vont témoigner de leur expérience au sein de et avec Entrepreneurs pour la planète, et puis 2 personnes qui vont témoigner de leur expérience avec Alumni for the Planet. Et donc nous avons ce soir, je ne vais pas me tromper sur les noms de famille, donc Clémence Gastaldi, qui est CEO de AXA Life and Health International Solutions et qui est mentor au sein d'Entrepreneurs pour la planète. Sébastien Houm, qui est CEO de Ambriva et aussi mentor au sein d'Entrepreneurs pour la planète. Florian Pocot, ici présent, qui est chef de produit Business Intelligence chez Orange Business Service et qui fait partie du réseau des alumni engagés, Alumni for the Planet. Et enfin, Imen Esbri, est-ce que tu m'entends, Imen? Si oui, tu peux rallumer ta caméra. Qui est en direct, super, qui apparaît sur l'écran. Imen Esbri, qui est en direct de Tunis avec nous, parce que voilà, il n'y a pas que en France que ça bouge et qu'il y a besoin de faire bouger les choses, et qui est journaliste environnemental et qui s'appuie aussi sur Alumni for the Planet dans son action au quotidien. Alors, pour que nous vous connaissions mieux, je vais vous proposer à chacun de prendre quelques minutes pour nous expliquer très rapidement votre parcours et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre engagement, alors que ce soit dans le cadre du mentoring pour vous qui êtes engagé avec Entrepreneurs pour la planète, ou que ce soit dans le cadre de ton entreprise Florian, ou dans ton impact en fait pour faire évoluer la population et même le gouvernement pour toi, Imen, puisque ce n'est pas une entreprise, c'est un et des journaux. Donc voilà, nous avons des cas de figure qui sont très différents. Clémence, il y a un micro juste devant. Merci beaucoup, oui, vous m'entendez parfait. Bonsoir à tous. Clémence Gastaldi, en fait, je ne serai bientôt plus chez AXA parce que je suis en train de quitter AXA pour me consacrer à la transition écologique. Peut-être 2 mots sur moi. J'ai commencé ma carrière au BCG. Après, j'ai fait près de 15 ans chez AXA, une boîte fantastique où j'ai été très heureuse, où j'ai eu beaucoup de postes de directrice générale. Mais depuis quelques années, j'ai cette envie de plus en plus forte d'agir pour le climat. C'est dans ce cadre d'ailleurs que j'ai rencontré Entrepreneurs pour la planète il y a 3 ans. Et j'ai tout de suite adhéré au projet d'Entrepreneurs pour la planète parce que clairement, autour de nous, il y a des centaines, il y a même des milliers d'entrepreneurs qui ont des idées, des innovations fantastiques pour arriver à inventer un monde plus durable. Et on le sait tous, 2 entrepreneurs sur 3 ne soufflent pas leur 3e bougie parce que 2 boîtes sur 3 déposent leur bilan avant leurs 3 ans. Et pourtant, dans toutes ces boîtes qui déposent leur bilan, il y a plein d'idées fantastiques. Et donc pourquoi ? Moi, ma conviction, c'est que la plupart de ces boîtes qui déposent leur bilan, c'est parce que il y a eu, alors qu'elles avaient une bonne idée, alors qu'il y avait un vrai business, qu'il y avait des clients potentiels, c'est parce qu'elles sont seules.
Et que, on le sait tous, hein, quand on est dirigeant, on est seul, on est très seul. Et quand on est dirigeant d'une grosse boîte, ben, ça marche parce qu'on peut être aidé par, on a les moyens d'être aidé par plein de consultants, il y a plein de conseils qui viennent nous aider. Mais quand on est dirigeant d'une start-up, on n'a pas les moyens de s'offrir tous ces regards externes. Et donc, eh bien, heureusement, il y a des pépinières, il y a des incubateurs, il y a l'expert comptable, l'avocat. Mais néanmoins, ces entrepreneurs, ils ont besoin, et je suis sûre qu'on a un gros rôle à jouer en les accompagnant justement dans le développement de leur boîte. Donc voilà, donc moi j'ai tout de suite adhéré à Entrepreneurs pour la planète. AXA est donc devenu mécène assez rapidement et moi, à titre personnel, je suis devenue mentor. J'ai d'abord mentoré Yacine Kabesh, donc le CEO de Circle Egg, une boîte fantastique qui veut valoriser les déchets de l'agroalimentaire. Ils ont commencé par la coquille d'œuf, parce que dans la coquille d'œuf, eh bien, ils la transforment d'un côté un carbonate de calcium qui est utile dans l'industrie, et de l'autre côté, dans la petite membrane qu'il y a dans l'œuf, il y a du collagène, il y a de l'acide hyaluronique. Vous ne regardez plus votre œuf de la même manière maintenant. Et donc il arrive à récupérer ce collagène, et oui, ça, je ne suis pas sûre que ça marche beaucoup de le mettre sur la peau, mais on peut essayer. Donc il arrive à récupérer l'acide hyaluronique et le collagène et donc à le valoriser très très bien. La boîte cartonne, ils ont fait 2 levées de fonds, une dernière au mois de novembre, une très belle levée de fonds, et donc je suis ravie pour eux. Donc maintenant je mentore une nouvelle boîte, Nicolas Brousse qui est donc un des cofondateurs de Revibat, et donc lui il recycle les déchets du bâtiment, et en particulier il commence avec la laine de verre. Il a plein de brevets pour arriver à recycler la laine de verre. Et là aussi, projet où je suis très très confiante. Et dans ces 2 cas, moi je m'éclate. Voilà. Merci Clémence. Sébastien. Alors moi je suis Sébastien Houm, je suis le dirigeant de la société Ambriva. C'est une société qui est spécialisée dans la gestion des risques de change. Alors c'est un peu barbare comme mot, mais c'est... en gros, on achète et on vend des devises, dans le domaine de la finance, on achète et on vend des devises pour les entreprises qui importent et qui exportent et qui polluent énormément, quoi, du coup, quoi. Et donc aujourd'hui, dans mon activité, on a eu une démarche RSE, parce qu'avant d'agir auprès des autres et vouloir donner du conseil ou accompagner d'autres entreprises, il faut faire déjà le travail chez soi. Et donc on l'a fait assez rapidement, mais on est une société financière, donc ça va assez vite finalement pour réduire l'empreinte carbone au maximum. Ce qu'on a fait, nous, c'est de travailler sur la partie écologique du bâtiment où nous sommes, et ensuite c'est de travailler sur les serveurs et d'essayer d'optimiser au maximum l'énergie utilisée pour les serveurs, pour utiliser nos logiciels et nos activités de trading dans le monde. Après avoir fait ça, on se dit, so what, quoi, qu'est-ce que je peux faire d'autre à la taille de notre entreprise? Finalement, c'est pas vraiment grand-chose, quoi. Et pour avoir une autre démarche complémentaire, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est soit travailler à optimiser la relation avec les partenaires, nos prestataires, soit travailler avec nos clients. Et on a travaillé donc sur l'un et sur l'autre. Mais avant de faire cette partie-là, on a rencontré Entrepreneurs pour la planète. Effectivement, on rencontre Entrepreneurs pour la planète, parce qu'au départ, avant de faire tout ce que je vous dis, on ne savait pas quoi faire. Et par une mise en relation par un des sponsors d'Entrepreneurs pour la planète, on va faire une publicité, c'est pour Volt, qui fait partie de votre bureau, pour qui je travaillais. Il m'a dit, écoute, si tu veux avoir un impact, tu peux peut-être accompagner des entreprises d'Entrepreneurs pour la planète et mettre à ta disposition ton réseau, ton relationnel, tes compétences auprès de ces entreprises, ces petites entreprises qui ne dépassent pas les 3 années d'existence très souvent et qui ont besoin de conseils. Et en plus, elles ont un impact écologique, social ou sur la gouvernance. Et je me dis, tiens, c'est super intéressant, je vais y jeter un petit coup d'œil plus en détail. Et c'est là où finalement j'ai été pris en charge par les équipes d'Entrepreneurs pour la planète. Et ça, c'est vraiment génial, parce que quand on ne sait pas et on est perdu, ce qui est important, c'est d'être bien accueilli. Et chez Entrepreneurs pour la planète, ils nous ont accueillis avec une super méthodologie de mise en relation et de mise en relation avec des entrepreneurs et un match avec nos compétences. C'est ça qui a été vraiment génial. Et moi, j'ai accompagné la société Picnic. C'est une société qui s'appelle Picnic, dont le dirigeant est Raphaël.
on a un témoignage plus très, très pointu sur Bismart, où on est passé, où on a témoigné l'un et l'autre de l'apport qu'on pouvait nous apporter. Eux, je les ai accompagnés. Pourquoi? Parce que, il y avait un fit qui était assez sympa avec le dirigeant. Il y avait une énergie, on était fait du même bois, on avait envie d'avancer, d'agir, d'avoir de l'impact. Et la deuxième chose, c'est que j'étais curieux de savoir ce que je pouvais apporter. Et avec eux, notamment, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont un impact sociétal. Donc, il y avait un côté sur l'intégration de personnes handicapées dans leurs équipes. Il y avait un côté sur la partie écologique, notamment sur c'est des circuits courts, en essayant d'éviter au maximum d'importer des matières premières pour faire leur kiosque et d'essayer de trouver toutes les matières au niveau régional, ce qui était plutôt pas mal. Et ensuite, leur empreinte carbone était aussi assez intéressant dans le sens où l'exploitation de leur kiosque n'était pas liée à l'énergie que nous avons par l'EDF, mais c'était par le solaire. Et donc du coup, le fait d'être en circuit quasiment presque fermé a attisé ma curiosité et j'ai eu envie de les aider. Donc c'est suffisant. Pour l'instant, il y aura d'autres occasions de raconter plein de choses. Merci Sébastien. Florian, alors pour toi c'est un petit peu différent parce que c'est pas le mentorat mais c'est l'entreprise dans laquelle tu travailles que tu as décidé de faire évoluer. Et donc est-ce que tu peux nous dire d'où tu es parti et jusqu'où vous en êtes en fait aujourd'hui? Ça marche. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Si c'est trop fort ou pas assez fort, n'hésitez pas à me faire des petits signes. C'est bon? Okay. Donc alors moi Florian Pocot, effectivement je travaille au sein d'une entreprise qui s'appelle Business et Décision, qui est, comme tu l'as dit, rattaché au groupe Orange Business Service depuis peu. Et en fait, donc, ça fait 10 ans que je suis dans cette entreprise, quasiment. Et depuis à peu près 2 ans, je suis à mi-temps officiellement sur un poste de gestion des sujets environnementaux au sein de cette entreprise. Donc c'est assez vaste dit comme ça. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je m'occupe de 2 grands axes, principalement au sein de l'agence dans laquelle je travaille, donc à Lyon, parce que je suis basé à Lyon. Les 2 grands axes, le premier, c'est le bilan carbone de cette entreprise, en tout cas de l'agence. Donc commencer par faire le calcul de où on en est au niveau des émissions de gaz à effet de serre liées à notre activité. Ensuite, c'est mettre à jour ce calcul-là régulièrement et puis forcément mettre surtout en place un plan d'action qui permette de réduire ces émissions de gaz à effet de serre et de suivre ces actions, de suivre leur mise en place tout au long de... en fait, ça se passe en années, donc c'est tout au long des années. Donc ça, c'est le premier axe duquel je m'occupe. Et le deuxième axe, c'est un axe de sensibilisation autour de tous ces sujets au sein de l'entreprise. Donc c'est des événements de sensibilisation qui peuvent être de plein de formes différentes. On utilise des outils qui existent déjà comme la fresque du climat ou les ateliers d'automne pour lesquels je suis formé à l'animation. On fait venir des intervenants externes qui viennent parler d'un sujet pour que les salariés puissent en apprendre plus ou échanger sur ces sujets-là. Donc c'est un peu plus vaste que juste sur l'entreprise, ça peut aussi toucher à la vie personnelle des uns et des autres. On organise des challenges ou alors ça peut être aussi des ateliers participatifs, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment ces 2 axes-là, la partie bilan carbone et la partie plus sensibilisation autour de ces sujets. Donc j'en suis là, ça fait 2 ans que j'ai démarré ces sujets-là, officiellement avec du temps dédié, plutôt sur l'agence de Lyon comme je disais, et le but c'est que ça prenne en fait un peu plus que juste sur l'agence de Lyon, parce que ça n'a pas vraiment de sens que ce soit que là, mais que ce soit partagé par toute l'entreprise sur les autres agences. Donc cette année notamment, je dois passer au même rôle, mais sur la partie plus la région qu'on appelle Grand Sud-Est chez nous, donc c'est Marseille, Grenoble, etc. Pour que ça progresse un petit peu. Et évidemment, en toile de fond, le but c'est que le bilan carbone soit réduit dans notre entreprise. Donc c'est mettre en place les actions pour ça et les suivre tout au long du temps, entre des petites actions rapides à mettre en place et des choses beaucoup plus structurantes qui doivent nous permettre d'avoir beaucoup plus d'impact sur nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et ça, c'est là où tu en es, où vous en êtes aujourd'hui. Peut-être partager à tout le monde d'où tu es parti, parce que quand ça a commencé, c'était pas ça. Fait. Exactement. C'est d'où je suis parti. En fait, c'est peut-être un sujet qu'on abordera plus en détail après, mais globalement, en 2020, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur toutes ces thématiques environnementales, en particulier sur le dérèglement climatique, mais pas que, aussi sur les autres sujets. Clairement, avec un peu de recul, je me rends compte que c'était parce que c'était la période de Covid et que j'avais le temps aussi de me renseigner là-dessus. Et que c'était un sujet qui m'avait toujours
auxquelles je me sentais sensible, mais j'avais pas pris le temps vraiment de me renseigner. Donc c'est ce que j'ai fait, et en me renseignant un peu plus, en regardant des vidéos, des conférences, en lisant des articles, etc., je me suis rendu compte de pas mal de choses dont je n'avais pas conscience, notamment dans mon quotidien. Donc j'ai pris quelques claques, comme on dit parfois, et donc je me suis posé la question sur ce que je pouvais changer pour réduire un peu mon impact personnel déjà dans un premier temps. Et ensuite, dans un second temps, est venue assez vite la réflexion de, dans ma vie de tous les jours, il y a aussi en fait mon travail qui prend finalement du temps, qui me prend de l'énergie, et via lequel je peux aussi avoir un impact négatif ou positif. Donc je me suis posé la question de comment faire pour en fait, m'engager dans mon entreprise sur ces sujets-là. Et donc du coup, c'est là que j'ai découvert en quelque sorte Alumni for the Planet via un mail, je pense que j'ai reçu. Et via cette plateforme, en fait, j'ai préparé clairement un peu une stratégie, en fait, un discours en tout cas à présenter à ma direction. Et donc je suis allé voir ma direction avec ces choses-là en tête, avec ce que moi j'estimais qu'on pouvait faire, puisque de ma connaissance, il n'y avait rien qui était fait encore, on avait pas mal de retard sur tous ces sujets-là. Donc voilà, j'ai essayé de préparer tout ça. On en a discuté avec ma direction et du coup, ça c'était en 2020-2021 et depuis, il y a pas mal de choses qui se sont lancées. On pourra peut-être discuter un peu plus après, mais voilà. Merci Florian. Et alors Imen, et moi je regarde dans mon écran pour que tu puisses me voir. Où est-ce que tu en es, toi, dans tes démarches de sensibilisation des populations et de ta région, et puis même de ton pays, et de faire avancer les choses? Où est-ce que tu en es? Tout d'abord, je me présente. Bonsoir à tous. Moi, Imen, je suis juriste et journaliste spécialisée en droit de l'environnement. On m'interroge fréquemment sur ce qui m'a motivée à mon engagement face aux enjeux environnementaux et écologiques. À mon avis, ça découle d'une convergence d'expériences variées, des convictions profondes. Tout a commencé pendant mes études en droit où j'ai été sensibilisée aux conséquences juridiques des atteintes à l'environnement. Les cours sur le droit de l'environnement ont ouvert mes yeux sur l'étendue des problèmes auxquels notre planète est confrontée. Bien que de nombreuses réglementations existent pour protéger notre environnement, il était il était évident que la mise en œuvre était souvent insuffisante. En parallèle, en tant que journaliste, j'ai eu l'occasion de couvrir des diverses histoires liées à l'environnement. C'est à ce moment-là où j'ai réalisé le pouvoir de l'écriture et de la plume, du discours en tant qu'instrument puissant pour sensibiliser et introduire le changement. Un autre élément déterminant était ma prise de conscience personnelle de l'impact de mes propres actions sur l'environnement. Et en tant que journaliste et juriste, il était impossible de rester indifférente face aux incohérences entre mes convictions et mes habitudes quotidiennes. Alors, j'ai vécu un incident marquant lorsque les autorités de ma ville à Béja ont commencé à abattre des arbres près de ma maison. Et cette opération menaçait de compromettre l'esthétique urbaine pour moi et surtout, elle semblait être effectuée sans raison valable. Après des recherches, j'ai découvert qu'ils étaient en tort et car les arbres prévus à été abattus ne faisaient pas partie du lot autorisé. Et du coup, j'ai contacté les ministères de l'Environnement, de l'Agriculture, la municipalité, la direction des forêts ainsi que les pages Facebook de ma ville. Et grâce à ces actions, j'ai pu empêcher cette opération et les autorités ont finalement reconnu leur erreur. En agissant ainsi, j'ai réussi à sauver les arbres de mon quartier. Du coup, j'ai voulu vraiment partager cette petite expérience car c'est grâce à cette expérience, je me trouve aujourd'hui au corps d'un engagement continu envers la cause environnementale
Et mon parcours depuis le début de mon implication a été marqué par ces réalisations significatives, tout en reconnaissant les défis persistants. En parallèle, j'ai créé des initiatives personnelles pour promouvoir un mode de vie aussi durable. J'ai participé à des campagnes de sensibilisation, animé des ateliers éducatifs et encouragé des pratiques écologiques au sein de ma communauté. Je suis pleinement consciente que les défis environnementaux persistent à l'échelle mondiale. C'est pourquoi je reste déterminée à intensifier mes efforts. Voilà. Merci. Merci Imen. Alors vous voyez, j'ai parlé d'ouverture au démarrage. Restez ouverts, osez, allez-y, écrivez à des ministères, ça crée des choses. Et Imen, tu as réussi à sauver ces arbres et tu as un petit peu enclenché sur la deuxième question que j'allais vous poser et donc que je ne vais donc poser qu'à vous trois, qui est qu'est-ce qui a déclenché en fait, quel est l'élément, quelle est la chose? Alors, tu en as aussi un petit peu parlé avec le Covid. Qu'est-ce qui a déclenché votre passage à l'action? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de je commence à avoir conscience et je vois l'ampleur et ouh, ça fait un peu peur, à j'ose et j'y vais? Et c'est aussi pour ça, pour ceux qui est arrivé un petit peu en avance, il y avait cette question qui vous était posée, parce qu'en fait, dans ce avec quoi vous pouvez repartir, c'est aussi que tous les déclencheurs sont des façons d'ouvrir un échange avec une personne. C'est une façon de commencer un échange pour créer l'ouverture ou pour lui permettre, s'il y a déjà l'ouverture, d'engager la discussion pour l'aider à passer à l'action. Donc c'est autant de pépites avec lesquelles vous pouvez repartir. Florian. Alors sur les déclencheurs du coup, il y a effectivement, comme je l'évoquais, en termes de temporalité, la période du Covid, clairement, je me rends compte que j'ai pu me renseigner beaucoup. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, donc là je vais faire un peu de promo, mais ça a été justement Alumni for the Planet. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cette période où je me posais la question de ce que je pouvais faire dans mon entreprise, je ne savais pas trop comment aborder le sujet. Et en fait, via la plateforme d'Alumni, déjà il y a tout un pan de ressources qui sont mises à disposition pour se renseigner sur le sujet. Donc ça, on peut les trouver à d'autres endroits aussi, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de me renseigner un peu plus et de cultiver un peu mon intérêt sur ces sujets-là aussi et de monter en compétence tout simplement et de me sentir plus légitime à en parler. Et l'autre aspect qui était assez important sur cette plateforme, c'était toute la notion de webinaire que Frédéric a évoqué. Puisque dans les webinaires, en fait, il y avait deux types auxquels j'ai pas mal participé au début. Des webinaires d'inspiration un petit peu avec des personnes qui venaient témoigner de ce qu'ils avaient fait dans leurs entreprises. Donc ça donne des exemples de ce qui est faisable et ça permet aussi de se mettre les idées un petit peu au clair de choses qui reviennent régulièrement, des ateliers de sensibilisation qui sont régulièrement employés, des outils tels que le bilan carbone qui reviennent souvent, etc. pour faire un premier état des lieux avant de se lancer tout azimut dans une démarche. Donc il y a eu ces premiers webinaires-là, et ensuite il y a eu le second auquel j'ai participé également, en groupe plus réduit, qui sont les webinaires de concrétisation, avec juste quelques personnes pour essayer de se dire, ok, maintenant qu'on a vu globalement ce que ça pouvait donner, avec d'autres personnes, comment est-ce que dans son contexte à soi, qui est forcément différent de celui des autres, on peut amener vraiment une action plus concrète, par quoi est-ce qu'il vaut mieux attaquer, qu'est-ce qu'on a en tête plus concrètement aussi. Et donc ça permet un peu d'avoir des retours d'autres personnes en fait sur cette démarche-là et de commencer à la concrétiser un peu plus. Donc dans mon cas, clairement, c'était préparer un PowerPoint, un budget, des plannings, etc. pour aller voir ma direction et leur dire, voici le constat que je fais sur l'action de notre entreprise sur ces sujets-là, qui n'était pas forcément existante. Voici ce que je peux vous proposer. Ça couvre pas forcément tout, ça résout pas tous les problèmes d'un coup, mais au moins c'est quelque chose de concret. On arrive avec quelque chose de constructif et positif. Et donc voilà, le fait d'avoir réfléchi à tout ça en amont, d'avoir échangé avec d'autres personnes qui m'ont apporté leur regard aussi, qui m'a permis d'adapter un peu mon discours et d'arriver avec des propositions plus concrètes, je pense que ça a permis de clairement accélérer le passage à l'action là-dessus. Donc voilà, dans les déclencheurs, moi, il y a eu sur cette période de Covid le fait que j'ai pu échanger avec vous sur côté Alumni for the Planet, notamment. Je me souviens de cet après-midi d'août. Oui. Nous avons échangé. Merci Florian. Clémence. Moi, je pense que c'est clairement, j'ai envie de dire, simplicité et accessibilité. Je pense que c'est, d'ailleurs, moi c'est Entrepreneur pour la planète, mais je pense que c'est exactement la même chose pour Alumni for the Planet. C'est-à-dire que c'était il y a 3 ans, j'avais envie d'avoir un impact sur le climat. Comme vous disiez, j'étais très attachée à AXA, je n'étais pas du tout prête à quitter AXA à l'époque. Et donc,
on n'avait pas besoin de démissionner, on n'avait pas besoin d'avoir des capitaux, des investissements, j'avais pas besoin d'avoir une expertise incroyable. Et donc je me disais, mais c'est fantastique, avec Entrepreneurs pour la planète, je peux avoir un impact et c'est facile. La seule chose qui est nécessaire, c'est un peu de temps. Et je dis un peu parce que c'est vraiment un temps raisonnable et puis c'est un temps, on donne ce qu'on peut donner. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai plus donné, il y a des moments où j'ai moins donné. On s'adapte aussi par rapport aux agendas, à la fois de l'entrepreneur, mais aussi du mentor. Là, vous allez me dire, ouais, mais le temps, c'est ce qu'on a de moins, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et je suis d'accord avec vous. Mais j'ai envie de vous dire que, et c'est basé sur mon expérience, c'est complètement empirique, et c'est pas démago, mais le temps que j'ai donné via Entrepreneurs pour la planète, eh ben, ça a été du temps finalement ultra efficace. Parce que je pense que ça m'a rendu plus efficace au boulot. Et c'est pas démago, je vous assure. En fait, ça m'a obligé de faire un pas de côté, à finalement prendre un bon bol d'air, à découvrir les startups que je connaissais pas du tout. Et pourtant, dans mes clients, j'avais des startups, donc à mieux connaître mes clients, à découvrir de nouvelles personnes, mais surtout de nouveaux sujets. Et donc, finalement, à me créer un peu de profondeur. Et à tel point qu'aujourd'hui, je suis en milieu de vie, et donc parfois on fait des bilans. Et quand je me demande si c'était à refaire, ce que j'en ferais pareil, est-ce que je ferais différemment, eh bien j'en ferais presque tout pareil. Le même mari, les mêmes enfants, les mêmes études, probablement les mêmes jobs. Mais il y a une chose que je ferais différente. Je travaillerais moins mes dossiers. Je suis une grosse bosseuse. J'ai toujours travaillé mes dossiers à fond. Et je pense que c'est une erreur. Parce que je pense que je n'ai pas suffisamment fait de pas de côté. Et je pense qu'à chaque fois dans ma vie où j'ai fait des pas de côté, eh ben, j'ai été bien plus efficace au boulot et j'ai été bien meilleure au boulot. Donc moi, je vous invite à faire ce pas de côté. Et pour moi, Entrepreneurs pour la planète, mais je pense que c'est exactement pareil avec Alumni for the Planet, c'est justement ce pas de côté. Merci Clémence. Sébastien. La même question, j'imagine. Oui, tout à fait. On peut la reposer. La question était, quel a été ton déclencheur? Quel est l'événement, la chose, la prise de conscience qui t'a fait passer de « je vois bien qu'il y a des choses et qu'il faudrait faire quelque chose » à « j'y vais, je me lance ». Alors, je pense que c'était un moment... Alors moi je suis quelqu'un qui, quand on lui dit c'est pas possible, ou quand on lui dit tu es pas capable de... Alors là, je fonce à tête baissée, quoi. C'est un peu mon gros problème. Et, et ensuite, je comprenais pas ce sujet. Donc, ne pas comprendre ce sujet-là et vouloir agir, c'est courir un peu n'importe où et sans avoir d'impact. Donc, du coup, la première énergie, c'est il faut que je comprenne de quoi on me parle et de comprendre pourquoi les personnes parlent avec autant d'émotion. Et parfois avec un discours qui me semble complètement tiré par les cheveux, voire même j'ai l'impression que c'est un truc bobo ou quelque chose de complètement farfelu avec des chamans, etc. Mais en fait non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus scientifique, c'est beaucoup plus factuel et c'est beaucoup, même si on peut mettre de la spiritualité, c'est beaucoup moins spirituel qu'on peut imaginer. Et j'en suis venu par là en fait, à essayer de comprendre le sujet. Essayer de comprendre le sujet et ensuite c'est d'avoir avec ce sujet d'en faire quelque chose qui ait du sens. En fait le sens est venu après avoir compris. Et c'est là où je me suis dit tiens c'est vrai qu'étonnamment si j'ai envie d'avoir un impact en le comprenant et en l'expliquant bien, ce serait déjà un premier pas. Et ça, c'est ce que j'ai pu expliquer à mes enfants, parce que j'ai 2 filles de 15 et 18 ans, capables de pouvoir penser par elles-mêmes, et de comprendre et de se faire un jugement aussi de ce qu'on peut dire, ce que leur papa peut dire. Et c'est comme ça, en fait, qu'est venu le sujet. Par essayer d'être responsable de ce qu'on fait, responsable de l'éducation qu'on peut donner à ses enfants, de les animer de ce sujet-là qui nous parle dès à présent et d'en discuter avec elles. Et c'est là en fait que j'ai voulu agir. C'est aussi simple que ça, quoi. Merci. Donc la clé, allez-y, parlez,
De toute façon, quand vous parlez à quelqu'un, au pire, la personne n'est pas d'accord, mais vous ne prenez aucun risque. Donc, osez parler de vous-même, parler de ce qui a déclenché chez vous votre prise de conscience. Et puis, au pire, la personne n'est pas intéressée. Au mieux, vous avez déjà enclenché quelque chose. Alors, une question maintenant plus spécifique pour Florian et Imen, puisque votre engagement se concrétise dans la modalité à travers votre travail au quotidien. Quels sont les points essentiels de votre stratégie de réussite? Qu'est-ce qui vous a permis de dépasser les difficultés que vous avez rencontrées? Et Imen, je te propose de commencer. Oui, ma stratégie de réussite a reposé sur plusieurs points. Je peux citer l'éducation continue. Il est impératif de maintenir une connaissance approfondie des évolutions, des enjeux environnementaux. Je m'engage à poursuivre mon éducation de manière constante afin de rester informée sur les développements dans certains domaines. Ainsi, ma participation au webinaire avec Alumni for the Planet fait preuve de cet engagement. Déjà, je peux citer un exemple à propos mon engagement pour cette éducation continue. J'ai découvert une formation en ligne sur les changements climatiques en France. Et je suis à Tunis ici, qui a été payante. Et n'ayant pas la possibilité financière de l'acquérir, alors j'ai décidé de tenter ma chance en envoyant un email à l'Institut. J'ai exposé mon intérêt pour la formation, soulignant ma motivation à y participer et étant convaincue que cela aurait un impact significatif sur mes connaissances et mon engagement envers l'environnement et ma communauté aussi. Après une semaine, j'ai reçu une réponse positive indiquant qu'il accepte ma participation sans frais, se réjouissant de l'impact positif que cela pouvait avoir sur ma communauté. Deuxième point, je vois que la collaboration aide trop en travaillant en collaboration avec d'autres experts, organisations, des acteurs de changement et aussi, car la résolution des problèmes environnementaux nécessite une approche multidisciplinaire. Et je m'enforce aussi, puisque je suis journaliste, à établir des partenariats solides. Et puisque j'ai créé mon propre réseau dans la société civile, de maximiser l'impact de mes actions. Aussi, je vois que grâce à ces actions, j'ai créé mon propre réseau. J'ai établi des relations solides avec d'autres professionnels, soit de droit de l'environnement, soit des journalistes spécialisés, soit des militants, soit des décideurs politiques. Ce réseau solide m'a facilité la collaboration et a favorisé l'échange des idées. Il m'a permis de la mobilisation avec un soutien accru. Et le dernier point pour moi, je vois que la persévérance aussi, c'est-à-dire reconnaître que le travail en faveur de l'environnement peut être un processus prolongé et parfois ardu. La persévérance face aux obstacles est cruciale pour surmonter les défis et continuer à progresser pour moi. Merci. Merci, Imen. Et Florian, pour ça. Oui, alors de mon côté, les points clés qui ont fait que ça a plutôt réussi jusqu'à présent, ce que j'ai entamé, alors je l'ai évoqué tout à l'heure, le fait d'arriver avec des propositions concrètes, on va dire, d'être dans la proactivité, la force de proposition, pour le dire caricaturalement parlant, de ne pas être dans le yaka faucon, mais d'arriver et de dire, voilà, il suffit de faire ça, mais d'arriver avec des choses un peu plus concrètes, et un vocabulaire qui parlait aussi à ma direction, hein, des notions de coût, de risque, d'opportunité, etc. Donc voilà, d'arriver en étant force de proposition, je dirais aussi, comme tu disais, de se renseigner en amont, en fait, d'essayer de comprendre vraiment du mieux qu'on peut le problème, ce qui ne veut pas dire que je sois devenu expert sur cette thématique, mais en tout cas, le fait d'avoir cherché à comprendre, ça m'a aussi permis de me sentir plus légitime à en parler, donc je pense que c'est important, parce que la question de la légitimité revient assez souvent sur ces sujets, je trouve. Donc une façon toute bête d'y pallier un petit peu, c'est de se renseigner là-dessus.
d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, de lire des articles, ce qu'on veut, mais en tout cas de progresser un peu sur ces sujets. Tu l'as évoqué aussi, Gwenola, et c'est vrai que c'était important, je pense, la posture que j'ai essayé d'adopter et que je continue d'adopter dans mon rapport aux autres, qui est une posture non moralisatrice, non culpabilisatrice, de non-jugement, en fait. Je pense que c'est important, parce que ça permet d'apaiser les relations et d'avoir un débat plus serein au départ. Et en fait, plusieurs personnes m'ont déjà dit que même des gens avec qui je n'étais pas forcément d'accord au sein de mon entreprise, mais qui trouvaient ça agréable de discuter avec moi parce qu'ils ne se sentaient pas jugés, etc. Alors ça ne veut pas dire, quand je dis ça, de tout édulcorer et de faire comme s'il n'y avait pas de problème, mais voilà, c'est vraiment différent. On peut dire les choses, montrer qu'il y a vraiment des problèmes, mais pas forcément le faire ressentir à la personne comme si c'était de sa faute à 100%. Donc je pense que cette attitude de non-jugement est vraiment importante pour le long terme, en fait, pour que ça marche. Et puis après, je dirais aussi, en fait, de s'appuyer sur ses alliés au départ, quand on en trouve, plutôt que sur les opposants. Il y a forcément des moments où il y a des confrontations nécessaires pour convaincre des personnes, mais au début, c'est bien, en fait, de plutôt passer du temps avec les personnes que vous voyez qui vont pouvoir être moteurs un peu sur le sujet, plutôt que de directement se bloquer sur des personnes qui sont de toute façon contre. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'en tout cas, d'avoir identifié des alliés dans mon entreprise sur le sujet, ça m'a permis aussi d'accélérer un peu plus, d'emmener d'autres personnes dans l'aventure, etc. quoi. Voilà. Merci. Alors, Sébastien, puis ensuite Clémence, dans votre posture, dans votre casquette de coach, de mentor, pardon, à quel levier, quel état d'esprit vous ont permis de dépasser les difficultés que vous avez découvertes peut-être et rencontrées en devenant mentor et tout au cours du mentor? C'est une super question. Peut-être parler dans le... Alors, je dirais que la première chose qui peut venir à l'esprit, c'est de se dire, c'est la légitimité. Tu as totalement raison. La question de la légitimité est un sujet qu'on peut ressentir. Moi, pour ma part, moi j'ai une formation de coach, de coaching de dirigeant d'HEC, et donc ce qui m'a permis d'avoir une relation un peu plus simple finalement avec les coachés. Et d'ailleurs, les coachés, ce qu'ils attendent, c'est pas forcément du conseil. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permet d'être beaucoup plus à l'aise finalement dans notre relation avec ces entrepreneurs qui demandent de l'accompagnement. Ce qu'ils demandent, c'est de les rassurer finalement dans les décisions qu'ils vont prendre, dans leurs réflexions. Ils ont besoin d'un miroir, ils ont besoin d'être confrontés, d'être moins seuls en tant que dirigeant, en parlant avec un autre dirigeant, d'avoir une oreille à l'écoute, bienveillante. Et quand j'ai bienveillante, c'est sans concession aussi. C'est ce qu'ils demandent pour pouvoir avancer et d'être challengés. Et du coup, moi, ma posture, ça a été tout simplement de les accompagner, justement, dans ces réflexions. Il n'y a pas eu, comme on peut dire, dans le secteur du conseil, c'est le free lunch, c'est de te donner des conseils, tu dis tu fais ça, et tu viens en tant que sachant, étant donné qu'ils en savent autant, même voire beaucoup plus sur leur secteur d'activité et sur leur marché que nous, en tant qu'experts dans notre métier. Ça oui, on l'est dans notre métier, mais on a aussi de l'expérience aussi, un peu plus qu'eux. Mais là où ils nous attendent, c'est pas de leur raconter la vie, mais c'est surtout de les aider à réfléchir, à tester des choses, à les aider à accélérer, parce qu'ils ont des bonnes idées, mais ils n'ont pas forcément le réseau, ils n'ont pas forcément les outils de réflexion pour enclencher donc la décision, parce qu'ils ont peut-être des biais cognitifs qui ne leur permettent pas d'oser à essayer. Et c'est là où moi, j'ai pu aider Raphaël dans sa progression. Donc finalement, si la question c'était sur quoi j'ai pu l'aider, c'était surtout sur le côté du sens dans son activité, le sens de ses équipes. Ça a été aussi au niveau de l'énergie dans l'entreprise. Est-ce qu'elle était bien mobilisée? Est-ce qu'elle n'était pas diffuse et pas assez canalisée pour aller chercher des résultats, des vrais résultats qui ont un impact? Ensuite, ça a été au niveau du relationnel.
Est-ce que tout se passe bien avec son comité de direction? Est-ce que ça se passe bien aussi avec ses collaborateurs? Est-ce que tout le monde est engagé? Et ensuite, c'est au niveau de l'apprentissage, de ce qu'il a pu apprendre, de l'accompagnement qu'on a pu avoir ensemble, et d'essayer de co-créer, aussi de l'aider à co-créer des choses encore plus avec son comité de direction, avec ses associés et ses collaborateurs. Donc c'est là où moi je l'ai accompagné sur mon mentoring. Merci. Clémence. Bien, je buvais tes paroles, Sébastien. Moi, j'ai eu exactement le même frein. Enfin, le premier frein, c'était le manque de temps, mais ça, je vous en ai déjà parlé. En fait, on en gagne. Et le vrai frein, c'était la légitimité. Ou même un bon vieux complexe d'imposteur, en se disant, j'ai toujours bossé dans des grosses boîtes ou pour des grosses boîtes, je ne connais rien à la laine de verre, je ne connais rien à la coquille d'œuf. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter à une start-up qui gère la coquille d'œuf? Donc, grosse question d'un gros complexe d'imposteur, est-ce que je peux vraiment lui apporter quelque chose ou pas? Et finalement, oui, clairement, parce que, comme tu le dis, ils sont très seuls. Tu as aussi dit, Gwenola, en intro, ils sont très seuls. Et donc, ils ont besoin de s'entourer. Ils n'ont pas tous les conseils, tous les super dirigeants en dessous d'eux pour justement les aider à prendre les bonnes décisions. Donc, on est une personne dans l'écosystème qui va venir les aider dans les prises de décision. Et c'est aussi hyper important de savoir qu'on est une des personnes. Et Entrepreneurs pour la planète fait le travail de matching. Donc, par exemple, l'entrepreneur que je mentore actuellement, Nicolas Brousse, il avait des questions sur les assurances. Après 15 ans chez AXA, j'espère que j'arriverai à lui répondre à ces questions sur les assurances. Donc, il y a quand même tout un travail qui est fait sur le matching. Et clairement, moi je ne suis pas avocate, je n'irai jamais aider quiconque sur ces questions légales, etc. Donc on ne va pas les aider sur tout, on va les aider sur ce qu'on connaît. Et puis, en plus, moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'on apporte des choses dont on n'a pas idée. La première personne que j'ai mentorée, donc Yacine, au bout de 1 ou 2 ans, je ne sais plus, de mentorat, je lui dis, mais alors est-ce que c'est utile pour toi, nos échanges? Et sur quoi? Moi, j'avais en tête le fait que je lui avais présenté quelques personnes de mon réseau, un fonds d'investissement, qu'on avait beaucoup parlé de sa stratégie de partenariat, de sa stratégie pour lever de fonds. Donc, et je pensais qu'il allait parler de ça. Et en fait, il m'a parlé de ça, mais très très vite, il a très vite balayé. Il me dit, Clémence, tu m'as été hyper utile sur ma posture de CEO, ma posture de manager. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait, c'est normal, il sortait d'école, il a très vite managé 10-15 personnes en sortant d'école. Et donc, ben oui, il avait besoin qu'on le mentore, qu'on le coach sur comment manager. Voilà, donc je ne m'y attendais pas, mais c'est là-dessus surtout que c'est ce que je lui ai apporté. Donc, il ne faut pas avoir de complexe d'imposteur parce qu'on a beaucoup à donner. Des belles surprises alors. Écoutez, Clémence, je te propose de continuer sur la dernière question que je vais... Pas la dernière, mais sur la nouvelle question que je vais vous poser à tous les 4, et qui est, quels sont les grands enseignements que vous retirez du fait de vous être engagé dans cette démarche? Alors, les grands enseignements, et à titre personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et puis, avec une petite variante spécifique pour toi, Clémence, et pour toi, Sébastien, sur... Est-ce que ça vous a amené, en fait, cette démarche de mentoring, donc en dehors de votre entreprise, l'entreprise dans laquelle vous êtes, est-ce que ça vous a amené aussi à avoir envie de proposer ou de faire évoluer des choses dans l'entreprise dans laquelle vous êtes aussi? Clémence, je te propose de continuer sur ta lancée. Merci. Je reviendrai, je pense, très tarte à la crème, mais... je veux dire que c'était vraiment donnant-donnant. C'est-à-dire que Yacine m'a dit que je lui avais apporté, et en fait, il m'a beaucoup apporté. Comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, en plus, on commençait à commercialiser une solution pour les startups. J'ai pu le faire tester en live, et voilà, c'était super utile. Mais de manière, ça c'était vraiment anecdotique. Au-delà de ça, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était un vrai bol d'air. Je l'ai déjà dit, je me répète un peu, donc je vais être très courte, mais c'était... ça m'a apporté beaucoup parce que ça m'a permis de ce pas de côté, ça m'a permis de nourrir ma curiosité. Comme beaucoup d'entre vous, je pense que je suis très curieuse, que j'ai besoin d'apprendre, et ça m'a nourri intellectuellement, et en ça, j'ai beaucoup gagné. Donc vraiment donnant. La deuxième partie de ta question, c'était... Ah non, et peut-être juste... Donc ça, c'était ce que ça m'a apporté tout de suite. Et ce qui est hyper marrant, donc comme je vous le disais en tout début,
je suis en train de... Je fais ma transition écologique, donc je suis en train de vouloir complètement changer de secteur, et donc il faut que je développe un nouveau réseau. Et ce qui est hyper marrant, c'est que en étant mentor depuis 3 ans, et bien via Entrepreneurs par la planète, via les personnes que j'ai mentorées, j'ai commencé à me développer un petit réseau qui lui est utile aujourd'hui. Donc ça, c'était pas du tout calculé à l'époque. Mais finalement, il y a des effets qui se coulent, qui arrivent dans un second temps. Donc, au-delà du côté plaisir que j'ai eu à mentorer, que j'ai toujours à mentorer, il y a aussi l'effet de finalement développer un réseau. Et ta deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai voulu changer? AXA est quand même depuis toujours très impliqué sur le climat, donc je pense qu'ils ne m'ont pas attendu. Donc après, il y avait quand même ce choix, mais qui ne venait pas de moi, mais qui était de vouloir que tous les dirigeants AXA fassent du mentorat. Et je n'ai pu que pousser dans ce sens-là, parce qu'effectivement, je pense que d'un côté c'est utile, mais là encore donnant, c'est utile pour le mentorer, et c'est utile pour celui qui mentore. Super, merci. Sébastien. Alors, pour notre part, avant d'être chez Entrepreneurs pour la planète, et de comprendre ce qu'on a pu comprendre de cette expérience, on faisait beaucoup de participation à des œuvres caritatives, et notamment qui avaient des impacts sociaux. Notamment, on a participé à aider les enfants, les jeunes filles à sortir de la rue, notamment pour éviter donc, tout ce qui est les aléas de ce qui peut se passer, la prostitution et les problèmes aussi sur les structures sociales notamment, puisque les femmes s'occupent quand même beaucoup d'éducation des enfants, et c'est devenu une société grâce à elles. Que les sociétés peuvent être beaucoup plus fortes, beaucoup plus résilientes, et notamment donc on a participé avec l'association Tout à l'école à sortir des petites filles de la pauvreté. On a aussi participé à des événements au Maroc, notamment en accompagnant donc en mettant à disposition des médecins dans le désert, donc là où il n'y avait pas de médecins qui passaient dans ces villages. On a participé aussi à trouver des ambulances et à les envoyer en Ukraine, avec le Conseil du commerce extérieur. Donc voilà, il y a des petites choses qui sont comme ça, qui sont impactantes, mais finalement, c'est comme si on s'achetait une bonne conscience, finalement. Et ça, c'était une chose, mais c'était un élément transitoire et peut-être obligatoire pour notre entreprise. Ensuite, on a rencontré Entrepreneurs pour la planète, et pour Entrepreneurs pour la planète, l'expérience avec ce dirigeant, avec Raphaël, ça a été un moment, je dirais, de maturation aussi du sujet, mais aussi d'aller au-delà de ce que je pouvais penser pouvoir avoir comme impact sur la société, parce que finalement, je me disais au début, j'ai tout fait, mon empreinte carbone est limitée au maximum, mais c'est fini, on ne peut rien faire d'autre. Et si il y avait autre chose qu'il pouvait avoir, parce que c'est en comprenant le sujet de ce qu'est l'écologie, l'ESG ou la RSE, qu'on comprend à se dire, tiens, ça maintenant en ayant compris, je peux utiliser cette connaissance et le manier à ma manière et l'exploiter, l'utiliser dans mon entreprise. Et en fait, on va maintenant au-delà des sujets de serveurs. Aujourd'hui, on est en train de transformer notre entreprise vers un modèle d'économie régénérative. On va aller vraiment dans une étape supplémentaire, on ne va pas forcément faire que du mentorat, mais on va vraiment transformer notre modèle d'entreprise. Et c'est là où, en fait, Entrepreneurs pour la planète a eu un enjeu. C'est que ça a été une sorte de tuteur, ça a été un élément de prise de conscience de ce sujet. Et ça a été aussi un élément de déclencheur pour moi d'aller au-delà des biais que je pouvais avoir dans ma gestion d'entreprise, de mon impact. Et en fait, mon impact, je peux l'avoir au-delà de ce que je peux faire dans l'entreprise, mais c'est avec mes clients. Et en fait, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qu'on va faire. On est dans un processus de transformation qui va durer à peu près 9 mois, le temps de faire naître un bébé. Et nous, en entrant chez Entrepreneurs pour la planète, ça nous a permis aussi de se rendre compte de tout l'écosystème qu'il y a autour. Et aujourd'hui, Entrepreneurs pour la planète, pour nous, c'est passe le tuteur à un autre modèle qui est la Convention des entreprises pour le climat, où on va rentrer dans un cycle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un cycle de création d'un nouveau modèle d'entreprise. Donc voilà, c'est ce que Entrepreneurs pour la planète nous a apporté. Voilà, c'est la conscience. Et c'est pas rien.
d'avoir conscience. C'est essentiel. Merci Sébastien. Alors Florian, pour toi, quels sont les enseignements Les enseignements, ouais, il y en a pas mal, hein. Alors sur la démarche en elle-même de se mettre en mouvement dans son entreprise et d'essayer de changer les choses, le premier enseignement, c'est que pour moi, c'est que c'est possible en fait déjà. Je pense qu'il y a quelques années, si on m'avait dit que ma boîte accepterait que je consacre 2 jours par semaine sur ces sujets-là, sans leur apporter d'argent, je n'y aurais pas cru. Pareil que, je sais pas, que mon directeur d'agence se mette à venir tous les jours à vélo en faisant 14 km à l'aller parce qu'il faut montrer l'exemple sur certains sujets, etc. Enfin, plein de choses en fait comme ça où par défaut je me serais dit que c'était pas possible. Et en fait, si, il y a plein de choses envisageables. Ça veut pas dire que c'est simple, évidemment. C'est pas ce que je veux dire là. Mais en fait, il y a plein de choses faisables. Et donc, voilà, le premier message pour moi, c'est que c'est possible de faire bouger les choses de l'intérieur. Deuxième enseignement, c'est que c'est long. Voilà, il ne faut pas perdre ça de vue, je pense, parce que ça peut être facile de parfois se décourager justement quand il y a des contretemps. Et le fait d'avoir en tête plus un temps long, ça fait déjà voir les choses de façon différente en général, même sur la vie de tous les jours. Mais sur ce sujet-là en particulier, ça permet de mieux appréhender les phases un petit peu où ça se passe moins bien, où il y a des choses qui bloquent, qu'on n'avait pas prévues, etc., en ayant des objectifs à plus long terme. Donc voilà, c'est vraiment un temps un peu plus long. Ça change de la vision court-termiste qu'on peut avoir habituellement. Et puis sur un plan personnel, ce que ça m'a apporté, déjà, je ne pensais pas que ça marcherait autant sur moi, mais c'est le cas. En fait, le fait de mettre du sens dans mon quotidien, dans mes actions, dans mes choix, que ce soit au travail, mais même dans ce que je fais tous les jours, je sens que ça m'apporte vraiment et que en fait, je me sens plus apaisé sur plein de sujets qu'avant. Et enfin, je pense, mais c'est ce que me dit mon entourage, donc c'est que ça doit marcher. Donc voilà, mettre un peu de sens dans son quotidien, ça a du bien, du bon quand même. Surtout si vous êtes sujet à l'éco-anxiété ou des choses comme ça, je pense. Et puis, dernier enseignement, en fait, je ne m'y attendais pas, mais j'ai rencontré beaucoup de gens que j'ai trouvé très inspirants, intéressants sur ces sujets. Un peu par la force des choses, qu'il fallait organiser, je sais pas, des conférences ou des choses comme ça, ou être conseiller. Et en fait, j'ai vraiment découvert plein de belles personnes. Donc je parlais de réseau, là c'était pas du tout l'objectif de se créer un réseau, mais il se trouve que maintenant, voilà, j'ai rencontré vraiment plein de gens trop cool. Donc voilà, pour moi. Super. Et Imen, pour toi, quels sont les grands enseignements? Tout d'abord, j'aimerais partager un message essentiel. Notre engagement envers l'environnement est une responsabilité collective qui nécessite une action concertée et immédiate. Il est impératif de reconnaître que chaque action individuelle compte et peut contribuer à un changement significatif. Euh, je vois que être informé sur les enjeux environnementaux, sensibiliser, partager les informations sont des outils puissants qui encouragent aussi la communauté, mais ceux qui vous entourent, de s'engager et de participer. Et on doit toujours rappeler que le changement ne se produit pas du jour au lendemain et la persévérance et l'engagement à long terme sont essentiels. Merci. Et alors, la dernière question pour vous quatre avant de passer aux questions-réponses et puis ensuite au moment convivial. Et Imen, je te propose de continuer. S'il y a un message ou 2 messages essentiels que tu as envie de donner à toutes les personnes qui t'écoutent et qui te regardent en visio là ce soir, qu'est-ce que c'est? Le premier message, je vois que la persévérance, malgré que on peut faire des petites actions, peut-être que parfois on croit qu'ils n'ont pas un impact à long terme, mais croyez-moi, vu que j'ai vraiment eu beaucoup d'expérience, puisqu'on est sincère et la cause elle est noble.
pour moi, on peut faire ce petit changement. Et aussi, le deuxième message, on doit toujours être sensibilisé, être toujours à la page, encourager un dialogue ouvert, créer un réseau pour impacter et produire le changement, soit à court terme ou à long terme, et pour les générations futures. Merci. Merci Imen. Sébastien. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que c'est vrai que le discours sur l'écologie est quand même assez anxiogène, quand même. Donc, il faut, non, je vais pas dire il faut, mais je vais dire plutôt, je dirais qu'on pourrait retenir une chose, c'est la Terre, on habite une seule Terre, one home. Et la Terre, elle n'a pas besoin de nous, hein, mais nous, on a besoin d'elle. Donc, la seule chose que je pourrais dire, c'est que aimez la Terre comme vous avez envie de l'aimer, et puis ce sera déjà la première chose que vous pouvez faire pour d'écologique. Voilà. Donc si je devais utiliser 3 mots, c'est exigence dans la compréhension de l'écologie, de ce terme-là, la foi que vous allez y arriver, même si c'est dur, de comprendre et et si vous en avez peur. Et ensuite, je dirais la beauté. La beauté, parce que en ayant de l'amour et de la beauté, ça facilite beaucoup de choses. Et vous avez à contacter directement avec votre cœur, avec vos émotions, et c'est peut-être ce qui permet d'agir plus simplement que de toujours réfléchir et d'intellectualiser les choses, alors que les choses sont bien beaucoup plus simples. Merci Sébastien. Clémence. Le message essentiel pour toi de... Est-ce que je vais te poser une question avant de poser... Bien sûr. Moi, j'aimerais bien, avant de vous donner un message, vous poser une question. J'aimerais que ceux qui ont envie de s'engager avec l'un ou avec l'autre, mais qui ont des doutes, qui se posent des questions, lèvent la main. Il n'y a personne qui veut s'engager? Si. Mais il y a quand même pas mal de questions, pas mal de doutes. Donc moi, mon message, c'est ne doutez pas, foncez, allez-y. Je pense que le doute et la non-décision, c'est le pire de nos ennemis. Et moi, j'adore les anecdotes, donc je vais vous faire une dernière anecdote. J'ai pas mal d'anecdotes, mais c'était il y a très longtemps. J'étais au BCG. Comme je vous le disais, j'étais une très grosse bosseuse. Il devait être minuit, 1h, 2h du matin, je ne sais plus. J'étais encore dans les bureaux. Je travaillais à une réorganisation que je devais présenter aux clients le lendemain matin. Et je me posais la question, est-ce qu'il faut qu'on se réorganise c'était par client ou par produit? Je ne sais plus, je ne sais pas. Et puis là, il y a un associé du BCG qui passe dans le couloir et qui me dit « Qu'est-ce que tu fous là, Clémence? Va te coucher. » Je lui explique que j'ai fait les avantages, les inconvénients de chacune des solutions, que j'ai tout quantifié, que j'ai tout regardé et que je n'arrive pas à savoir quelle est la meilleure des solutions. Et là, il me dit « Clémence, t'as raison, les 2 solutions sont bonnes. Je peux pas te dire. » Moi qui voulais me coucher, j'espérais qu'il m'aiderait, j'étais désespérée. Mais là, il rajoute « Mais donc Clémence, suis ton intuition, prends n'importe laquelle, mais prends une décision et change cet orga. Parce qu'en changeant l'orga, eh bien, tu vas créer une énergie, tu vas créer de l'action et ça sera hyper bien pour la boîte. » Et je pense que c'est super vrai. Je pense qu'il faut y aller, qu'il faut foncer, qu'on n'a jamais toutes les décisions, on ne sait jamais complètement tout, mais il faut agir. Et donc, allez-y, foncez. C'est bon pour le climat et c'est bon pour vous. Oui, du coup, je pense que je vais paraphraser un peu, mais je suis assez d'accord sur ça. Pour les personnes qui veulent se lancer et qui n'osent pas, en fait, essayez, allez-y, lancez-vous. En fait, ça vous apportera au moins quelque chose à vous, et vous n'êtes pas à l'abri que ça apporte quelque chose aux autres aussi, Donc, c'est vraiment... vous pouvez essayer. Sentez-vous légitime, tout le monde l'est, je pense, et si vous ne vous sentez pas légitime, vous pouvez passer du temps à vous renseigner en amont, ça aide beaucoup. Et puis restez pas seul, En fait, c'est de vous mettre en mouvement, ça vous fera rencontrer des personnes et ça deviendra quelque chose de positif en fait au final. Donc voilà. Et puis plus généralement, s'il y en a qui veulent continuer d'échanger sur ces sujets pendant le cocktail ou même après, moi je peux laisser mes coordonnées. Donc voilà. C'est pour moi, c'est tout pour moi. Merci beaucoup à vous 4. J'espère que Imen est toujours là. Et maintenant, la parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions à poser
Le micro marche, Imen est là, donc c'est bon, vous pouvez poser des questions à nos 4 témoins ou à l'un en particulier, l'une. Oui ? Merci pour la question. Tout le monde a entendu ou je la répète? Non. Imen, en tout cas, l'a entendu. Au moins pour Imen. Du coup, là, cette question, c'est comment est-ce que j'ai fait pour aborder le sujet avec ma direction? Est-ce que je les connaissais déjà ou est-ce que j'étais déjà en contact avec eux? Comment j'ai amené ça? Du coup, alors, ça faisait un moment que je suis dans cette entreprise, donc effectivement, il y avait un peu une relation qui s'est créée, mais je ne travaillais pas avec eux, je n'étais pas dans des comités de quoi que ce soit. Mon rôle à la base c'était plus chef de projet, donc j'étais assez loin de la direction. Mais en fait, j'ai eu vent d'une camarade d'une collègue du coup, qui avait fait un peu la même démarche, mais sur un autre sujet, un sujet qui lui tenait à cœur, et elle est allée voir la direction, une personne en particulier à la direction, qui est quelqu'un d'assez ouvert sur ces sujets-là, qui aime que les salariés viennent le voir avec des idées qu'ils ont, des choses qu'ils veulent mettre en place. Donc elle m'a conseillé d'avoir cette personne-là. Donc déjà, ça me donnait une première piste. Et la deuxième chose, ça a surtout été, de toute façon que ça a été cette personne-là ou une autre, je pense que j'aurais apporté pareil, c'était encore une fois d'arriver en ayant préparé vraiment des slides, un PowerPoint, en disant, voilà, je te propose un point de 30 minutes, je sais que t'as pas beaucoup de temps, mais il y a ce sujet qui m'intéresse, je voudrais en parler avec toi, donc j'ai préparé un peu mon discours, j'en ai discuté avec Gwenola ou d'autres personnes pour avoir un avis externe en fait, voir comment c'était présenté. Et typiquement, par exemple, dans les retours qui m'ont été faits auxquels j'aurais pas pensé, c'était d'amener la chose de façon, au départ, plutôt personnelle, de commencer par parler de moi, ce que j'aurais pas fait par défaut. J'aurais plutôt fait un constat général, scientifique, etc. Et en fait, de faire ça, ça a permis de montrer que c'était quelque chose qui me touchait personnellement, et j'étais pas là pour le juger en disant tu ne fais rien dans ton entreprise, ça va pas du tout. Mais plus, voici ce qui se passe, moi ça me touche, je voudrais qu'on essaie de faire des choses ensemble, etc. Et donc je suis arrivé avec des propositions de ce que moi ça m'évoquait, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc c'était par exemple passer par un bilan carbone pour pas partir tout azimut n'importe où et commencer par faire un état des lieux avec un outil qui est reconnu, puis mettre en place un plan d'action, etc. Donc essayer aussi d'adopter un vocabulaire qui lui parlerait à lui en tant que chef d'entreprise. Donc voilà comment ça s'est fait. Donc voilà, je le connaissais humainement en tant que personne un petit peu, mais pas non plus tant que ça. Et voilà, j'étais pas dans des comités en particulier, quoi. Et si je peux compléter, oui. Moi, ma conviction, même si je ne l'ai pas fait, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, pour la plupart des dirigeants, ce sujet écologique, c'est ou bien une préoccupation personnelle, ou bien c'est une préoccupation de business. Parce qu'aujourd'hui, tout dirigeant sait qu'il doit prendre en compte ces aspects-là pour la survie de sa boîte. Et donc, si si vous arrivez avec une solution auprès de ce dirigeant, même si vous ne le connaissez pas, si vous lui écrivez un email en lui disant « Eh bien, je travaille pour votre boîte, je travaille pour vous, et voilà, j'ai des propositions très concrètes à vous proposer », à mon avis, le retour sera très bon et l'accueil sera bon. Je ne le connais pas, mais à mon avis, l'accueil sera bon. Après, effectivement, peut-être qu'on peut aussi identifier dans le comité de direction, dans le comité exécutif, la personne qui est le plus ouverte. Il faut que l'email soit humble, il ne faut pas être arrogant, il faut être dans une position d'humilité. Mais je pense que finalement, en apportant votre aide à ce sujet, vous apportez une solution à une problématique que tous les dirigeants ont aujourd'hui. C'est un retour que nous avons beaucoup dans les webinaires Alumni for the Planet, de gens qui ont commencé à en parler et qui en fait sont très agréables. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai dans 100% des cas, mais qui sont très agréablement surpris du retour qu'ils ont, parce qu'en fait, ça, pour le dirigeant ou les dirigeants, ça passe de « il y a un problème » et « c'est un problème de plus avec tout ce qu'il y a à faire et tout ça » à « génial, il y a des gens qui ont envie et qui sont déjà force de proposition, donc allez-y ». Juste pour finir là-dessus, c'est vrai qu'en discutant avec lui, je me suis rendu compte que en fait, il était déjà touché par le sujet, et il attendait un petit peu il n'avait pas forcément le temps d'y penser ou quoi, mais à mon avis, il y a beaucoup plus de chances que ça se passe comme ça qu'inversement. Est-ce que quelqu'un d'autre Oui. Bonjour, au tout début, vous avez parlé de votre volonté de quitter AXA à la suite de vouloir agir pour la planète et de faire votre transition écologique en quittant AXA. Du coup, c'est AXA, c'est possible de faire une transition AXA? Bien au contraire, et si je suis restée 15 ans chez AXA, c'est justement que j'ai pu faire beaucoup chez AXA pour la planète. Par exemple,
pas mon dernier job, mais mon job d'avant, on était une BU, on avait utilisé le cadre de la société à mission pour, eh bien justement, pour agir pour la planète. Et en 2 ans, on était passé de 12% d'investissement socialement responsable dans ce qu'on collectait à 50%. Donc, et AXA fait énormément pour la planète. Je suis pas là pour faire la pub d'AXA. Mais après, c'est aussi un sujet, et ma conviction, c'est que tous les métiers sont nécessaires. Le banquier est nécessaire, l'assureur est nécessaire, tous les métiers sont nécessaires, et on peut agir pour la planète dans tous les métiers. Ensuite, c'est des choix personnels. Il y a un jour où ce besoin d'agir pour la planète est devenu tellement grand que j'ai eu envie de travailler pour une boîte dont c'est l'action première. Où ce n'est pas, je me dis pas, je travaille pour l'assurance, et en travaillant pour l'assurance, j'ai un impact pour la planète parce qu'on le fait bien et on le fait proprement, et c'est le cas d'AXA. Mais je me dis, je me réveille le matin, eh bien, je fais de la géothermie, par exemple. Et donc, je vais pouvoir permettre à ces locaux d'être chauffés avec avec 3 fois moins d'émissions carbone que si c'était chauffé au gaz. Qui d'autre a une question? Oui? Moi, Yacine, il avait un gros sujet, effectivement, il avait besoin de lever des fonds. Et donc, il y avait... après, c'est un peu compliqué parce que je ne veux pas non plus dévaluer, parler de choses un peu confidentielles, mais on a eu beaucoup de discussions sur quel était le meilleur moyen pour lui d'avoir des fonds. Et il y avait beaucoup d'options. Je l'ai mis en contact avec... certains de mes amis qui travaillent dans des fonds, mais finalement, c'est pas via eux qu'il l'a levé, mais ça lui a permis aussi de travailler son pitch. Donc, je sais pas si je réponds à la question, mais voilà, donc moi, je n'ai pas de fonds d'investissement, donc je ne lui ai pas permis de directement lever de l'argent, mais en revanche, c'était clairement un de ces sujets, et on a clairement beaucoup parlé de ça. Oui. Moi, je peux parler alors plutôt de la partie entreprise, en tout cas, de ma posture. Comment est-ce que je peux aborder ces sujets-là? Parce que c'est un sujet, notamment tout bêtement avec le bilan carbone. Ce qu'on a constaté, c'est que notre plus gros poste d'émission, c'était notre métier, en fait, ce qu'on faisait, plus que nos déplacements ou autre chose, même si on a des choses à faire sur les déplacements. Donc derrière, il y a des questions effectivement de modèle économique ou même de raison d'être un peu de notre entreprise. Pour moi, c'est un sujet qui s'aborde. On l'a déjà un peu abordé. Après, c'est un sujet il y a une façon de l'aborder comme tout le reste, clairement. Et derrière, en fait, c'est des questions, c'est des pas de temps vraiment longs. Donc, faut pas attendre à ce que ça bouge du jour au lendemain. Enfin, je pense en tout cas. Donc, de ma vision, moi, c'est quelque chose que j'essaie de réaborder régulièrement, de façon plus ou moins directe. Ça dépend avec qui j'en parle. Et d'amener avec encore une fois des propositions de solutions. Typiquement, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter 100% de notre travail et puis et licencier tout le monde, par exemple? Pas forcément, puisque en fait ça veut vraiment dire déjà repenser ce qu'on fait et aller vraiment à la racine de ça, et pourquoi on le fait. Nous, en l'occurrence, pour le coup, on fait, par exemple, si j'essaie de résumer rapidement parce que c'est difficile à expliquer, mais on gère des données pour nos clients et on leur remonte les données qu'ils ont dans plein de bases de données différentes et on leur dresse des rapports avec des graphiques, des indicateurs, etc. sur ce qu'ils veulent voir. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce que nous demande le client sans même savoir si vraiment ça a un intérêt derrière, quel est le besoin, est-ce que ça n'existe pas déjà, etc. Et
on pourrait envisager de le faire différemment et d'essayer d'éco-concevoir, ça s'appelle un peu notre service numérique, et notamment pas juste en faisant des optimisations techniques, mais vraiment en se posant la question de la finalité. Et ça, en fait, en soi, c'est une prestation qui est vendable aussi pour un chef d'entreprise, de faire du conseil là-dessus, de se dire, ok, nous, on fait la même chose qu'une autre entreprise, mais c'est éco-conçu, etc. Donc, en fait, il y a quand même des leviers pour aborder le sujet de façon un peu plus sereine du point de vue de la direction. Et en fait, en abordant le sujet comme ça permet aussi d'aller un peu plus loin. Ça vient pas directement, hein, les sujets sur la croissance ou les choses comme ça, mais pour moi, c'est abordable quand même. J'ai déjà des personnes de la direction qui ont commencé à m'en parler aussi, quoi. Donc. Mais ça dépend vraiment, effectivement, de commencer à aborder. Il faut pas leur faire peur non plus avec ça, si on veut que ça avance un petit peu, quoi. Donc, ça dépend des cas de figure, de toute façon, mais dans mon cas, en tout cas, c'était plutôt comme ça. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a aucun tabou, qu'on peut tout aborder, à condition, effectivement, comme tu le disais, ça dépend de la posture. Et il y a 2 éléments à avoir en tête. Un, c'est que les dirigeants, ils ont, vis-à-vis des actionnaires, même si c'est lui qui est actionnaire, ils ont un engagement de création de valeur. Et donc, il faut comprendre quel est, comme tu le dis, on ne peut pas virer tout le monde, comment est-ce qu'il crée sa valeur. Et quand tu as vraiment compris comment il crée sa valeur, ensuite, lui proposer des solutions concrètes où il peut continuer à créer de la valeur en diminuant ses émissions carbone. Et donc, tant que tu es dans cette position constructive où tu prends en compte ces contraintes, il y a 0 tabou. Oui. Est-ce que des fois vous êtes frustré de vous dire non, c'est une initiative, vous faites ça prend du temps et de voir que ça ne fait pas toute votre entreprise, tout ça, et comment vous gérez du coup le ratio de on est motivé, mais sans tomber dans le parcours à fond des fois qui est un peu compliqué. Moi, je peux répondre, mais je peux vous passer le micro aussi. Ok. Est-ce qu'il y a de la frustration de mon côté? Oui, ça arrive, hein, effectivement. Tout ne va pas aussi vite que je voudrais, notamment, en plus, comme on est dans une situation d'urgence, c'est difficile de jongler entre le côté il faut bouger vite et en même temps, c'est des sujets qui prennent du temps. Donc, il y a de la frustration, il y a des fois des choses qui, je pensais qu'ils allaient rouler plus ou moins toutes seules, où il n'y avait que des côtés positifs, et puis finalement, il y a une décision qui fait que c'est pas pour tout de suite, ou pas exactement comme je l'aurais souhaité. Donc il y a de la frustration. Personnellement, comment je la gère? Il y a plusieurs choses, mais c'est... Alors, Gwenola me l'a soufflé, donc je vais le dire, c'est vrai. Célébrer les réussites, effectivement, se prendre un peu de recul et se dire, ok, bon, ça marche pas, mais j'ai réussi à faire ça, ou on a réussi à faire ça collectivement, ça permet quand même de souffler un peu et aussi de voir les côtés positifs. Mais personnellement, c'est aussi de prendre un peu de recul sur la responsabilité qu'on a chacun aussi. C'est pas une personne qui va tout changer. Donc ne pas s'en vouloir soi-même, par exemple, si ça avance pas aussi vite, et arriver justement à pas trop en vouloir à la personne qui fait que ça bloque, ou s'il y a une personne en l'occurrence, et se dire que ça peut changer aussi après. Enfin, moi, dans mon cas, j'ai vu des personnes qui, je pensais, étaient vraiment avaient une position très arrêtée sur un sujet, et que j'arrivais pas à les faire évoluer. Et puis, je sais pas, une semaine après, peut-être pas, mais quelques mois après, j'apprends qu'ils ont complètement changé sur ce sujet-là, et sans me l'avoir dit, par exemple, hein, donc c'est même pas pour s'inventer ou quoi. Et donc, en fait, ça permet de se dire aussi, bon, voilà, il y a forcément des moments durs, il faut arriver à prendre un peu de recul et à se dire, il y aura des moments mieux. Après aussi, c'est un peu un travail de longue haleine, en fait, hein, et justement, en gardant cette posture-là, il me semble que ça permet de paraître moins agressif, un peu plus calme, etc., moins moralisateur, et du coup, en fait, les gens qui disent non, ou qui veulent pas changer telle façon de faire, tel comportement, si en face ils n'ont pas une réaction épidermique, et peut-être que ça permet aussi qu'ils se remettent un peu en question quand même, et que quelques mois après, en fait, ils changent d'avis sur le sujet en question, quoi. Ou alors qu'ils entendent parler du même sujet par quelqu'un d'autre et que ça leur fait changer d'avis. Enfin voilà. En gros, il n'y a rien qui est vraiment une fatalité en soi, quoi. Tout peut changer, donc ça prend plus ou moins de temps. Mais c'est pas simple, hein, il y a forcément des moments un peu plus difficiles. Avant de conclure, il y a quelque chose à projeter là, et de revenir aussi sur pourquoi cette soirée commune, parce que vous êtes là, vous avez envie d'agir, et nous, bien sûr, nous agissons, hein, à la fois Entrepreneurs pour la planète et Alumni Force the Planet,
Et en fait, ce qui était aussi important pour nous de vous dire, c'est qu'en fait, quel que soit votre cas de figure, quelle que soit votre situation aujourd'hui, quel que soit ce qui vous tient à cœur, quel que soit ce que vous vous sentez en capacité de faire, quel que soit ce que vous avez envie de faire, et c'est la diade d'avant, je pense. En fait, voilà, l'idée c'était de vous dire, la réponse est dans la pièce, avec les représentants d'Entrepreneurs pour la Planète et les représentants d'Alumni for the Planet. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nos témoins. Alors, Imen va devoir nous quitter, ça va être un peu difficile pour elle de se télétransporter dans ce moment avec nous, mais n'hésitez pas à venir échanger, à poser vos questions aux témoins qui étaient là ce soir. Aux représentants d'Entrepreneurs pour la Planète et d'Alumni for the Planet, c'est écrit sur notre petit badge, donc voilà. Et puisque vous trouverez la solution pour vous, et bien sûr, rejoignez nos associations respectives. Et enfin, nous vous proposons de scanner ce QR code et de nous dire avec quoi vous repartez ce soir, après cette soirée de prise de recul, de prise de conscience, d'échanges, de solutions apportées, de propositions faites, d'immenses sourires, ce que vous avez vu quand même, et ça je crois que c'est essentiel. Ça fait du bien, ça donne du sens, ça rend heureux, ça met de la joie dans la vie que d'agir. Donc voilà, toutes les raisons sont là. Avec quoi est-ce que vous repartez ce soir? Et normalement, je parle sous le contrôle de Florian, à un moment donné, sur l'écran va apparaître. Et voilà, merci. Donc vous repartez avec de l'envie, de l'espoir, de l'engagement. L'espoir apparaît dans deux, l'espoir et espoir. Waouh, vous repartez avec énormément de choses. Donc nous sommes très heureux que vous repartiez avec tout ça. Donc vous repartez avec énormément d'espoir, de l'envie, de l'engagement central, de la joie, de l'énergie. Vous allez oser. Ça crée du sens, ça donne du sens. Vous repartez avec un réseau, de la gratitude. Merci à vous. Vous repartez avec de nouvelles envies, ça bouge, voilà. Ça bouge trop vite pour que je puisse tout vous lire. Néanmoins, en gardant le lien, vous pourrez avoir accès à tous ces mots qui sont là. Vous êtes confortés, vous repartez... Alors, il se trouve que côte à côte, il y a le mot sens et humour. Donc, vous repartez avec le sens de l'humour. C'est quand même extraordinaire. Je ne pense pas que vous étiez venus pour ça. C'est encourageant. Vous partez avec des initiatives, du zeste, c'est joli. De l'optimisme, de l'inspiration, des besoins aussi. Donc nous sommes là, venez discuter avec nous pour répondre, que nous accompagnions pour répondre à vos besoins. De l'ambition, vous repartez avec de l'amour, du positif, la planète. Ben voilà, merci beaucoup à vous pour ça. Merci à nos quatre... Et donc merci Imen, que nous ne voyons plus, mais je crois que tu nous vois encore, donc merci à toi. Et je vous invite, donc Imen, nous te souhaitons une très belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là en direct de Tunis avec nous. Et pour vous qui êtes... Ah oui, vous avez, pour ceux qui ont rempli votre post-it, nous vous invitons, il y a des tableaux noirs, merci beaucoup de me le rappeler. Il y a des tableaux noirs tout au fond, ça va mettre des petites taches de couleur et puis ça va vous permettre aussi de prendre en photo tous ces déclencheurs, autant de façons d'aborder le sujet avec des nouvelles personnes. Et nous nous retrouvons maintenant autour d'un moment convivial.